Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où nous allons parler et je vais vous donner toutes les étapes pour que vous puissiez devenir propriétaire. Qu'est-ce que vous devez connaître, qu'est-ce que vous devez mettre en place, quelles sont les procédures, comment devenir propriétaire en Suisse. C'est tout de suite, c'est maintenant, je vous donne toutes mes astuces, tout ce dont par quoi nous sommes passés en étant propriétaire. Je vous en avais fait toute une vidéo où je vous avais expliqué comment nous avions fait pour acheter notre maison. Je vous mets le petit i juste là si tu as loupé cette vidéo. Alors nous sommes partis pour cette vidéo. C'est parti! Alors, quelles sont les étapes pour que vous puissiez devenir propriétaire? Dans un premier temps, je vous invite à faire une évaluation de vos capacités financières. Avant de vous lancer dans une recherche de biens et de vous projeter du coup dans une maison qui ne serait potentiellement pas la vôtre parce que financièrement vous ne pouvez pas l'assumer, ce serait dommage. Dans un premier temps, je vous invite à faire un bilan financier. Ça peut être auprès d'une fiduciaire ou bien auprès de votre banque. Les deux peuvent vous aider et répondre à cette question-là. La seule chose que vous devez garder en tête, c'est que vous devez avoir 20% de l'apport en fonds propres pour acheter le bien. La deuxième chose que vous devez mettre en place, bien évidemment, c'est de choisir le type de bien immobilier que vous avez envie. Est-ce que c'est plutôt un appartement? Est-ce que c'est plutôt une maison? Est-ce que c'est plutôt une maison moderne? Est-ce que c'est plutôt une maison avec des travaux potentiels que vous pouvez avoir dedans? Voilà, c'est vraiment de cibler votre recherche et de regarder ce qui vous convient et qui conviendrait aussi à votre famille. Et bien évidemment, en choisissant le type de bien que vous allez prendre, eh bien vous pouvez aussi dire par exemple à la banque, c'est plutôt un bien pour louer, donc vous allez avoir une rentabilité aussi dessus. Ça change la donne, ça change pas mal de choses, ça change les aspects et ce que vous allez en faire. Est-ce que ça va être plutôt votre maison principale ou secondaire? Enfin voilà. Ça, tout ceci, c'est à mettre en place et à regarder avec votre banquier ou votre fiduciaire. Le troisième point, il est un peu particulier et assez pointu. Je vais m'expliquer. En fait, vous êtes concerné par ce point seulement si vous êtes étranger et que vous avez un titre de séjour ou que vous avez un permis de séjour. Sachez que vous avez aussi des lois qui sont en vigueur pour ce type de personnes-là. Bien évidemment que vous ne pouvez pas investir dans une maison en Suisse si vous n'avez pas un titre de séjour qui couvrirait en fait cette demande-là et du coup vous serez obligé de vous tourner vers le parc locatif. Le cinquième point que vous devez mettre en place, si vous êtes passé par exemple par une fiduciaire, ce serait de vous approcher de votre banque et de regarder avec eux et d'établir un financement et de regarder comment ça se passe plus concrètement pour vous, à quelle sauce vous allez être mangé, enfin voilà. Et bien évidemment, selon les banques, eh bien vous n'avez pas les mêmes conditions ou les mêmes taux. Du coup, n'hésitez pas à faire marcher la concurrence par rapport à ça. C'est pour ça que moi je trouve c'est important de passer par une fiduciaire, par quelqu'un en fait qui est payé pour faire ça et ces recherches-là. Alors oui, vous allez payer cette personne pour ses prestations. Néanmoins, en finalité, vous allez pouvoir avoir gain et retour par rapport à vos financements futurs. Une fois que toutes ces procédures sont mises en place, eh bien vous pouvez démarcher auprès de la personne chez qui vous voulez acheter votre bien immobilier car vous êtes solvable et dans ce cas-là, vous pouvez engager des démarches dans ce sens-là pour devenir propriétaire à votre tour. Une fois que vous avez établi votre offre d'achat et que le propriétaire est d'accord de vous vendre ce bien en question, eh bien vous allez passer devant un notaire avec lequel vous allez donc présenter l'acte de propriété et puis venir discuter justement des clauses de votre contrat pour la suite. Et sachez que les frais notariaux représentent entre 5 et 10% du prix d'achat de votre maison. Enfin, c'est assez élevé, mais il faut le savoir et cette personne donc va officialiser cette vente et le passer du nom de l'ancien propriétaire à votre nom.
Bien évidemment, la dernière étape, c'est la prise de possession et le déménagement. Donc là, vous êtes propriétaire, donc félicitations, vous avez réussi à acheter un bien en Suisse. Il vous reste plus qu'à finaliser les dernières formalités administratives et logistiques par rapport à l'ameublement, etc. D'ailleurs, concernant ce petit point-là, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo. Je vous ai fait une vidéo sur comment se meubler en Suisse pour pas cher, que je te mets juste là, qui vient aussi compléter cette vidéo. Alors on pourrait légitimement se poser la question de savoir si, quand on fait les démarches administratives pour savoir si on est solvable pour acheter une maison en Suisse, eh bien on pourrait aussi être amené à se poser la question, est-ce que je peux acheter une maison seule en Suisse ou est-ce qu'il faut vraiment être co-emprunteur? Eh bien oui, vous pouvez acheter une maison seule en Suisse, contrairement à d'autres pays où bien évidemment ce n'est pas possible ou envisageable. Parce que dans certains pays, on vous demande vraiment d'acheter en couple ou bien d'être co-emprunteur. Bien évidemment, si vous avez envie de devenir propriétaire seul, c'est possible. Par contre, bien évidemment, il faut répondre à la solvabilité suisse, c'est-à-dire on va regarder de manière peut-être un peu plus stricte, surtout si vous êtes célibataire et que vous achetez la maison seule, vraiment à regarder vos finances, si vous êtes capable de payer votre emprunt et en plus de pouvoir vivre assez sereinement. Voilà, les conditions, faut qu'elles soient quand même réunies, même si vous êtes le seul emprunteur. Donc quels sont les critères de solvabilité quand vous êtes propriétaire seul ou même à deux, hein, ce sont les mêmes critères, mais quand vous êtes seul, ils vont vraiment plus prendre le temps de regarder et de ne pas vous mettre à mal financièrement. Eh bien tout d'abord, c'est votre apport personnel. Est-ce que vous avez réellement 20% de l'apport personnel que vous devez mettre sur la table le jour où vous voulez acheter une maison? Bien évidemment, ils vont regarder vos revenus mensuels, s'ils sont stables, s'ils vous permettent d'emprunter, de regarder vraiment si vous avez la capacité de pouvoir rembourser un prêt et donc la capacité d'endettement. Mais tout ça, de toute façon, lorsque vous allez faire la démarche, c'est exactement la même procédure et les mêmes étapes que je vous ai énoncées juste en amont. La chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que les banques peuvent vous exiger d'avoir une assurance prévoyance. On appelle ça l'assurance un peu mort en fait. C'est d'ouvrir un troisième pilier pour, si jamais il arrive quoi que ce soit, que ce bien puisse quand même revenir à votre famille et pas forcément être revendu une fois que vous êtes décédé. Alors, si vous vous êtes déjà posé la question comme moi de savoir s'il y avait un revenu minimum à avoir pour emprunter une maison, eh bien non, il n'y a pas de revenu minimum à avoir. En fait, vous devez simplement répondre à certaines choses telles que les 20% d'apport et ça dépend du prix du bien que vous avez envie d'acheter, les modalités de paiement et de votre emprunt et du taux d'emprunt que vous allez avoir sur le moment. Donc si par exemple vous achetez une maison à 700 000 francs, vous devez amener 140 000 francs cash lorsque vous allez demander ce bien immobilier là. Ce qui représente donc 20% du prix et je vous donne ces prix par rapport à un taux qui serait à 1,5%. De manière mensuelle, par exemple sur 25 ans, vous devriez payer pour un bien qui vaut 700 000 francs entre 2000 et 2500 francs par mois. Donc par exemple avec des mensualités qui vont s'élever à 2300 francs par mois pour votre emprunt, eh bien, vous auriez besoin d'un salaire au minimum entre 5 500 et 7 000 francs pour être vraiment serein financièrement et de pouvoir emprunter de manière assez aisément, facilement. Donc en réalité, sur le marché de l'immobilier en Suisse, tout le monde peut acheter, je pense. Les prix ne sont pas excessifs. La seule difficulté, c'est vraiment d'amener en fait cet apport personnel qui n'est pas rien. 20% du prix, c'est assez énorme. Mais une fois que vous avez accumulé cet argent, le reste est assez facile à mettre en place dans le sens où, par exemple, si vous travaillez à 5 000 francs, c'est le salaire minimum en Suisse à peu près.
Donc ça veut dire qu'une personne travaillant à 41 heures par semaine serait solvable pour acheter un bien. Les biens sont assez accessibles, mais voilà, c'est juste cette notion d'apport qui pose souvent problème chez les personnes. Du coup, de toute cette explication en découle une question assez évidente, je trouve, c'est est-ce que devenir propriétaire est beaucoup plus intéressant que de rester locataire en Suisse, même si l'achat d'un bien immobilier reste assez compliqué. Dans le sens où voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place et c'est vraiment un projet qui va se faire à long terme, c'est pas quelque chose qui se fait de manière immédiate. Par exemple, pour emprunter, vous pourrez aussi être amené à demander par exemple à vos parents qui vous amènent un peu de l'apport personnel ou bien encore d'avoir un co-emprunteur, mais ça voudrait dire aussi que vous n'êtes pas seul propriétaire, que vous demandez de l'aide à quelqu'un d'autre et ça faut aussi l'accepter. Les avantages de devenir propriétaire, eh bien vous avez la stabilité et la sécurité à long terme concernant votre logement, votre bien, les prix qui sont exercés dessus. Les taux d'emprunt sont réévalués tous les 10 ans en Suisse et puis ils varient entre 1,5% et 5%. Donc c'est pas hyper haut je trouve, ce qui vous permet en fait de pouvoir avoir de plus grandes surfaces en étant propriétaire que locataire. Surtout que les locations en Suisse je trouve coûtent extrêmement cher. Je vous mettrai 2-3 petites captures d'écran avec des biens que je vais chercher par exemple sur Lausanne mais aussi un petit peu autour, comme ça vous donne une idée de ce que vous devriez être amené à payer, mais c'est souvent plus que 2000 francs pour avoir en tout cas entre 2 et 3 chambres. Donc je parle pour une famille avec 2 enfants, il faut en tout cas je pense compter 2000 francs pour pouvoir se loger avec ces 2 enfants. Surtout que devenir propriétaire en fait ça va vous amener à avoir des avantages que en tant que locataire vous n'avez pas. Déjà à long terme ce bien va prendre de la valeur, donc ça c'est non négligeable. Selon les capacités qu'a votre maison et qu'en plus vous rajoutez des pièces à vivre dedans, vous pouvez très bien partir sur quelque chose de locatif chez vous. Donc ça vous fait une rente en plus. Vous avez des avantages fiscaux parce que étant donné que vous êtes endetté, vous pouvez les déclarer à l'impôt et bien évidemment que vous avez des réductions au niveau des impôts par rapport à votre achat. Et aussi être propriétaire, ça veut aussi dire je fais ce que je veux chez moi. C'est-à-dire que si j'ai envie de casser un mur, eh bien je peux le faire. Donc décorer quand on est en location, ça reste aussi un casse-tête. Par exemple, je discutais avec une de mes cousines qui me disait j'ai pas envie de mettre de tableau au mur même s'il reste tout blanc parce que j'ai pas envie de percer de trous parce que le jour où elle devra rendre ce bien là, eh bien ça reste compliqué, tandis que moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie de rajouter un tableau sur mon mur, eh bien j'ai pas besoin de l'accord du propriétaire, ou bien si j'ai envie d'installer quelque chose sur ma terrasse ou bien dehors, je fais un peu comme je veux étant donné que je suis chez moi et que c'est moi qui décide de ce que j'ai envie chez moi. Donc les contraintes pour moi que vous avez quand vous devenez propriétaire en fait ce sont l'investissement qui est hyper élevé au départ avec cet apport qu'on vous demande. Après vous avez des charges mensuelles et des contraintes financières comme l'entretien de votre maison, comme si vous avez un chemin privé, le déneigement de votre chemin privé, entretenir les murs et puis que ça reste vivable et puis agréable pour vous et vos enfants. Après, vous avez bien évidemment aussi ce risque que ce bien perde de la valeur si le marché immobilier venait pour X ou Y raison à baisser. Bien évidemment que en tant que propriétaire, vous êtes en première ligne de mire et aussi par exemple si vous entretenez pas votre maison ou que vous la tenez pas aux normes par rapport à ce qui se fait dans l'immobilier et le jour où j'ai envie de revendre ma maison si elle n'est pas au goût du jour, eh bien forcément le prix que vous allez récupérer va être moindre que ce que vous allez payer vous de base. Du coup, quels sont les avantages quand je suis locataire? Eh bien, j'ai une flexibilité et une mobilité qui n'est pas la même que quand on est propriétaire, étant donné qu'on se fixe plus et qu'on se sédentarise plus à un lieu que quand on est locataire. Si je suis en constante mouvance dans ma vie privée, que je suis amenée à bouger à X ou Y endroit de mon
travail ou autre, eh bien c'est vrai que être locataire peut vous offrir cette possibilité là, et aussi de passer d'un plus petit appartement à un plus gros appartement de manière plus rapide, étant donné que si vous êtes propriétaire, vous devez investir pour des travaux, pour un agrandissement. Ça reste toujours des projets qui sont faisables, mais plus dans le long terme, tandis que si vous êtes locataire, c'est plus immédiat et beaucoup plus rapide dans la faisabilité de la chose. Et bien sûr, vous avez moins de responsabilités si par exemple vous avez, je sais pas, plus d'eau, tout simplement. Eh bien, vous avez qu'à appeler votre propriétaire et puis lui dire voilà, j'ai plus d'eau de chez moi, est-ce que c'est possible d'intervenir ou de faire intervenir quelqu'un? Et vous n'êtes pas du tout concerné par les frais, par la réparation ou autre, au contraire d'un propriétaire qui lui devra payer lui la prestation du plombier qui viendra réparer la plomberie. Après, les deux gros inconvénients, je trouve, de rester locataire en Suisse, c'est dans un premier temps, eh bien, de payer des loyers et en finalité ne rien avoir en patrimoine. C'est-à-dire que c'est comme si vous balanciez cet argent par les fenêtres et que vous n'en gardiez rien. La deuxième grosse contrainte qu'il y a en Suisse, c'est que les loyers sont de plus en plus élevés. Et ça, c'est une réalité. La demande est haute et du coup, les loyers sont assez hauts. Pour conclure un petit peu s'il est préférable d'être propriétaire ou locataire en Suisse, eh bien c'est aussi propre à chacun, ça dépend aussi des priorités personnelles que nous avons, ça dépend aussi du budget financier qu'on a à disposition, ça dépend de beaucoup trop de facteurs aussi plus personnels. C'est difficile de dire à une personne c'est mieux d'être propriétaire ou c'est mieux d'être locataire. Souvent on fait un peu comme on peut. C'est clair que par contre devenir propriétaire, moi je trouve que c'est beaucoup plus avantageux en Suisse. Alors pourquoi les Suisses deviennent propriétaires très tard? Le jour où nous on a signé notre acte de vente près du notaire, il nous avait dit qu'on était l'un des plus jeunes couples à qui il faisait signer une vente de biens. Eh bien la première raison c'est le prix de l'immobilier en Suisse qui est aussi élevé. Alors oui, les locations sont élevées mais le prix des biens sont élevés aussi, et étant donné qu'il faut amener ces 20%, eh bien comme je disais un peu en amont dans la vidéo, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Donc ça s'explique, mais aussi parce que la flexibilité à la location, les personnes aiment cette flexibilité là et du coup n'ont pas envie de se contraindre et d'être contraints d'avoir toutes les responsabilités qu'on peut avoir en tant que propriétaire et de se laisser vivre et de vivre plus sereinement sans se prendre la tête avec le bien dans lequel on vit. Bien évidemment, vous avez aussi l'aspect, comme je vous disais un petit peu en amont, de je dois entretenir ma maison pour qu'elle soit au goût du jour, et beaucoup de personnes ne s'estiment pas assez suffisamment bricoleurs aussi pour acheter un bien immobilier et l'entretenir pour les générations futures. Et quand on devient propriétaire, eh bien on a une pression fiscale aussi qui vient s'ajouter là, c'est-à-dire que ce sont des questions financières qu'on ne se pose pas du tout quand on est en location, mais qu'on se pose quand on est propriétaire. Donc vous avez la taxe foncière, vous avez les hypothèques par rapport à votre bien immobilier, les charges d'emprunt qui sont stables et vous demandent aussi d'être très assidu financièrement par rapport à tout ça. Et bien évidemment, quand on est propriétaire, on est considéré comme on n'a pas besoin d'argent, donc vous pouvez pas demander des aides pour financer aussi si d'un coup vous êtes un peu emprunté ou que vous avez perdu un emploi. Eh bien vous pouvez toujours demander de l'aide à quelqu'un si vous êtes locataire, mais en tant que propriétaire c'est moins le cas. Et bien évidemment, par peur, on peut ne pas vouloir investir étant donné que le prix de l'immobilier est assez fluctuant. On n'a pas forcément envie d'investir dans un bien immobilier et de perdre en fait ce qu'on a investi dedans. C'est tout à fait compréhensible aussi. Mais ce qui explique aussi le fait que les Suisses investissent peu dans des biens immobiliers, eh bien c'est cette culture aussi qui évolue. Les Suisses sont moins friands de devenir propriétaires. D'ailleurs, ils aiment bien faire courir leurs prêts pendant des années parce que financièrement c'est aussi plus intéressant pour eux, et pour avoir des marges de financement plus
petite de manière mensuelle, hein. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on a en tête quand on est jeune en Suisse. Eh bien on n'a pas forcément l'envie et le besoin en fait de devenir propriétaire et de manière rapide. Du coup, on pourrait légitimement se poser la question de où est-ce qu'on peut aller acheter ou investir dans un bien immobilier sans se ruiner financièrement et sans se faire trop taxer par les taxes foncières et les impôts par rapport aux biens. Les cantons les plus avantageux sur le plan fiscal, eh bien vous avez le canton de Schwyz qui est un canton de la Suisse alémanique. Vous avez le canton d'Uri, le canton de Zug, le canton de Genève, le canton du Valais. Et bien évidemment, ce qui va aussi influencer par rapport à l'investissement, c'est aussi par exemple le pouvoir d'achat. Si au niveau des impôts on est hyper taxé par exemple sur l'alimentaire ou autre, il y a des cantons dans lesquels c'est beaucoup plus avantageux, on vous taxe moins. Donc ça, ce sont aussi des choix qui vous sont personnels et que je vous laisserai regarder et checker ce qui vous conviendrait le mieux à vous, à votre famille, à ce que le canton vous offre. Parce que s'il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Donc voilà, il faut, je pense, trouver le juste milieu pour soi et je trouve que c'est assez propre à chacun. Du coup, à votre avis, est-ce que le choix d'investir dans un bien immobilier doit dépendre de la fiscalité ou est-ce qu'elle doit prendre en compte la qualité de vie et aussi le taux d'imposition qu'il y a dans le canton dans lequel j'ai envie de m'installer, ou est-ce que c'est plutôt la proximité avec mon lieu de travail? Ça, ce sont des questions ouvertes. Dites-moi, vous, quelle serait la direction que vous prendriez pour établir votre choix. Voilà, moi j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. Je vous sors une vidéo par semaine, donc soyez au rendez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner. Moi je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!